Bien, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Alors ma démarche est très humble, surtout après les intervenants qui m'ont précédé et qui nous ont précédé. Ce qu'on vient vous présenter là, c'est une démarche un peu empirique, de terrain, liée à un contexte particulier qui est celui de la Maison départementale des personnes handicapées et notamment celle des Pyrénées-Atlantiques. Alors, si j'arrive à maîtriser l'outil, ce qui n'est pas gagné, pourquoi cette démarche? Tout simplement parce que en MDPH, notre souci à nous, c'est de proposer aux personnes un plan personnalisé de compensation, c'est-à-dire un outil qui va permettre de répondre du mieux possible au projet de vie de la personne et à ses besoins. Or, le souci que nous avions en MDPH et que nous avons encore, c'est de repérer et de dépister les personnes avec autisme. Alors je me suis lancé il y a quelque temps à repérer toutes ces personnes-là avec des médecins, avec des professionnels, à défaut de diagnostic, d'aller repérer dans le fonctionnement des personnes, voir si on pouvait les classer dans ces catégories-là. Et on s'est aperçu, en suivant les dossiers, que, alors c'était à peu près 2000 par an qu'on a suivi, qu'on suit encore pendant 3-4 ans, on s'est aperçu que chez les enfants, alors ce que j'appelle enfants, ce sont les enfants, les adolescents, les jeunes adultes de moins de 20 ans, que 12% des dossiers que nous ouvrions en commission des droits et de l'autonomie pouvaient ou avaient un diagnostic de TED. Alors c'est 12% et on doit, je pense, voir à peu près pas loin de 10% de la population des enfants. Hein. Donc 12% des dossiers avec un diagnostic de TED, et vous pouvez en avoir un, et 1% chez les adultes. Donc du coup, premier constat, c'est qu'il y a des TED chez les enfants, mais il n'y en a pas chez les adultes, ou très peu. Et le 1%, à la limite, c'est parce que c'était des orientations avec des structures spécialisées autisme, on en a 2 sur le département, et c'est grâce à ça qu'on arrivait à 1%. Les autres, on les repérait pas. Tout le monde sait que l'autisme se guérit à l'âge adulte. Apparemment. Il doit y avoir une barrière à 20 ans, où après on n'est plus autiste, certainement. Et le constat qu'on a pu faire aussi, c'est que d'en repérer au mieux que 50% des personnes avec TED, par rapport au taux de prévalence qu'on peut repérer nationalement. Alors où sont les autres? C'était bien la question. C'est assez une importance, parce qu'on l'a vu aussi, c'est que si on sait les repérer, on peut peut-être mieux les accompagner et construire avec eux et pour eux des plans d'accompagnement qui soient vraiment adaptés à leurs problématiques, à leur mode de fonctionnement. Alors, donc, la MDPH, qui est souvent en ligne de mire et qui est confronté à ces problèmes de diagnostic erroné, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est pas possible qu'on ait que 1% des dossiers adultes qui concernent les personnes TED, et même 12% pour les enfants, c'était vraiment en allant les chercher nous-mêmes les informations. Alors, pour avoir un diagnostic, on n'avait qu'une seule référence, c'est le CRA, que le CRA, rien que le CRA. Et on sait bien que le CRA, il ne peut pas répondre à toutes ces sollicitations. Et donc, notre difficulté à nous, c'est comment faire quand on n'a pas le diagnostic pour construire justement une réponse. Alors, on a fait le tour de tout ce qui pouvait exister. Alors, on en a parlé, il y a un outil national qui devrait être notre langage commun entre MDPH et professionnels. On parle de GEVA compatibilité. Donc, il y a le GEVA. Il y a le GEVA scolarité qui est arrivé, scolarisation qui est arrivé, il y a le GEVASCO qui est arrivé l'an dernier. Il y a le guide barème qui évalue des taux d'incapacité. Mais finalement, difficulté d'utiliser ces outils parce que quand on se mettait en face de la feuille pour travailler un peu, on n'avait pas les éléments utiles, les informations utiles, les éclairages utiles pour se poser les bonnes questions. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu faire? D'abord, on est parti d'un principe, c'est que pour nous, l'autisme, on le place résolument dans le handicap. Et donc, c'était d'utiliser, bien entendu, toutes les réponses que l'on a autour du handicap pour apporter, donc construire le plan personnalisé de compensation. Or, dans le handicap, la définition du handicap, elle aborde bien la limitation des activités et les restrictions de participation. Donc, ces restrictions de participation qui peuvent être plus ou moins importantes en fonction des obstacles et des facilitateurs qui sont dans l'environnement de la personne, ou qu'on peut développer dans l'environnement de la personne. Je ne m'étends pas là-dessus, mais on pourrait en reparler. Donc, l'idée, c'était de construire un outil que l'on connaît bien dans les MDPH, et qui serait un outil que l'on comprendrait, une espèce de langage national, pour élaborer ces PPC, et qui répondent aux besoins spécifiques des personnes avec autisme. Et donc, et faire en sorte que toutes les MDPH se l'approprient
et qu'on arrive à fonctionner donc avec ce même outil sur toute la France, au-delà de la Gironde, au-delà de la Dordogne et au-delà de la Loire. Et pour ce faire, il fallait donc rendre lisibles les critères d'éligibilité, notamment à la PCH, et des personnes avec autisme, et répondre aux besoins de compensation de ces personnes. Donc la démarche, ça a été vraiment d'avoir un outil qui nous aide à y voir clair sur le fonctionnement d'une personne avec autisme, et qui soit en même temps un outil didactique. C'est-à-dire qu'à défaut de diagnostic, à défaut de professionnels compétents ou nombreux à être compétents autour de nous, c'était d'avoir cet outil qui nous permettrait de nous poser les bonnes questions pour ensuite apporter les bonnes réponses, ou en tous les cas les moins mauvaises réponses. Donc dans ces conditions, j'ai sollicité quelques partenaires, et notamment le président local de l'association Autisme Pau Béarn, enfin Autisme France, c'est M. Sautou. Et lui, il a agité tout son réseau, et il est allé rencontrer notamment Madame Claveau, qui va nous expliquer justement quelle a été la démarche et comment on a mis en place cet outil didactique dont on avait besoin pour pouvoir avancer sur la question sur les réponses apportées aux personnes avec autisme. Je reste à la manœuvre. Je vous laisse intervenir. Bonjour. Donc, tout d'abord, j'ai été très contente de réaliser. Tout d'abord, j'ai été très contente de réaliser avec cette équipe en collaboration tous ensemble, équipe du Sud-Ouest essentiellement, ce travail sur le guide GEVA. Donc, avec le professeur Manuel Bouvard, Monsieur Patrick Éloire, psychologue, Madame Cécile Lafille, qui normalement est dans la salle, voilà, qui est médecin psychiatre, Madame Cataline Echegoyen, qui est orthophoniste, Madame Geneviève Masset, qui est praticien hospitalier, Madame Agnès Beau, qui est orthophoniste sur Lyon, moi-même, et puis tous ceux qui ont contribué à ce travail, sachant que c'était une très forte alliance CRA, MDPH et usagers, avec Autisme Pau Béarn. Donc, je vais vous présenter, parce que ça pourrait être très long, je vais vous présenter les volets du GEVA qu'on a modifiés en profondeur, on va dire, qu'on a aménagé à la problématique des personnes avec autisme. Donc ce sont essentiellement le volet médical et puis le volet activité, capacité fonctionnelle. Donc le volet médical, c'est ce qui va concerner l'évaluation clinique. Donc on a identifié tout d'abord clairement la pathologie. En parlant de tête TSA, parce qu'actuellement on est sur la CIM 10, mais bientôt on espère on va être sur la CIM 11. Donc voilà. Ensuite, comme beaucoup d'intervenants avant nous l'ont précisé, là on a fait apparaître très clairement tout ce qui peut être pathologie, troubles associés à l'autisme et qui vont avoir une résonance sur le fonctionnement de la personne. Et c'est important d'en tenir compte, du coup, après, dans l'évaluation fonctionnelle. Donc tout ce qui est déficience intellectuelle, épilepsie, troubles psychiatriques, comme on en a parlé de la dépression, troubles anxieux, ça va être aussi les troubles sensoriels, les troubles du sommeil, les troubles du comportement. Et on a laissé une place à autre parce que c'est pas forcément exhaustif. Donc on a gardé des parties du GEVA qui étaient déjà existantes aussi, antécédents médicaux par exemple, et au niveau sensoriel, on a aménagé, amélioré avec les connaissances qu'on a actuellement de l'autisme et dont on a déjà parlé. Donc au niveau du système sensoriel, par exemple la vision, on sait malheureusement qu'une personne autiste peut être aussi déficiente visuelle. Donc on a gardé tout ce qui était évaluation de la vision, mais on a complété, on a rajouté tout ce qui était fonctionnement en hypo ou en hyperréactivité. Par exemple, au niveau de la vision, ça va être en hyporéactivité, la personne qui est très attirée par la lumière et qui va adorer jouer avec la lumière. En hyperréactivité, ça va être l'inverse, c'est la personne qui aimera plutôt les ambiances sombres et qui va craindre tout ce qui est lumière forte. Pour exemple, on l'a aussi
fait au niveau d'audition. On a rajouté tout ce qui était fonction vestibulaire, toucher, goût, odorat. Donc là, à la fois pour guider les professionnels en mettant des exemples et aux professionnels ensuite, eux de leur côté, de joindre des comptes rendus si nécessaire, de compléter. C'est pas simplement des caches à causer, comme le dit souvent Monsieur Lagrange. Et on a aussi fait une place aux troubles du sommeil, au sommeil, parce qu'on sait que pas mal de personnes autistes peuvent souffrir à divers degrés d'atteinte du sommeil. Donc de là, en se basant sur tous ces troubles et ces déficiences, on va faire un récapitulatif clinique qui va être un récapitulatif qui va servir à détailler plus en profondeur quelles sont les atteintes prioritaires, on va dire, chez la personne pour ensuite ajuster et mettre des prises en charge adaptées pour aider la personne à trouver un fonctionnement qui lui permette de mieux vivre dans son quotidien. Donc là, on a repris, entre autres, ce qui concernait la triade, les altérations qualitatives des interactions sociales, la communication. Donc là, admettons, chez la personne qu'on évalue, c'est la communication verbale qui est la plus déficitaire, on va le mettre en 1, etc., etc. On va coter et détailler, en adjoignant, si nécessaire, des bilans, tout ce qui peut concerner la personne. Donc vous voyez, on retrouve l'épilepsie, les troubles de la motricité, les troubles sensoriels après, la déficience intellectuelle. Voilà. Donc ensuite, à ajuster à la personne et en fonction de l'âge. Parce que c'est un guide qui se veut de tous les âges. Donc tout n'est pas forcément à remplir en fonction de la personne. Si c'est un enfant de 2 ans, ce ne sera pas forcément la même chose que si on a un adulte de 25 ans. De là va découler les prises en charge. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en regard de ces troubles, de ces déficiences, de ce qu'on aura évalué pour aider la personne à progresser dans son quotidien. Ça peut être de l'orthophonie, ça peut être de la psychomotricité. Là, je ne vous ai pas mis le tableau complet parce qu'il est très long, mais on peut aussi mettre d'autres prises en charge, c'est pas fermé. On a rajouté aussi dans les contraintes, c'était une partie qui existait déjà, on a rajouté aussi quelque chose qui est très important du fait de la spécificité de l'autisme, c'est la contrainte de formation. La contrainte de formation pour les aidants, quels qu'ils soient, et la contrainte de formation pour la famille. Parce qu'ensuite, ça devra être pris en compte au niveau de la MDPH en termes de coût, en termes de temps et de fatigabilité. Donc ça, c'était pour le volet médical et l'évaluation plus clinique. Maintenant, on passe à l'évaluation plus fonctionnelle. Donc c'est regarder la personne dans son fonctionnement au quotidien. Qu'est-ce qui fait obstacle à son bon fonctionnement? Qu'est-ce qui est facilitateur? Donc dans le volet 6, activité, capacité fonctionnelle, on a 8 domaines. Donc je vais essayer de vous présenter ces 8 domaines et les modifications qu'on y a apportées. Donc chaque domaine normalement comporte 2 volets, un volet réalisation effective et un volet environnement. Donc ce volet environnement comporte un environnement technique, un environnement humain, logement, service ou animal. Dans l'environnement réalisation effective, on a rajouté 2 cotations. Il manque mes flèches. Bon. Ce que vous voyez en bleu, la cotation A+, pour activité initiée et réalisée volontairement. Ça nous a semblé important parce qu'on sait que les personnes avec autisme peuvent avoir de gros problèmes de motivation, d'initiation de l'action ou d'activité. Donc il faut mettre en évidence si les personnes ont tout le temps besoin d'être stimulées pour pouvoir réaliser une tâche, ou si, aussi, elles le font d'elles-mêmes.
On a aussi rajouté une cotation SC pour stratégie de compensation, c'est-à-dire les activités qui peuvent être réalisées par la personne, mais avec stratégie de compensation. Par exemple, le brossage dentaire. La personne n'arrive pas à se brosser les dents et l'équipe éducative va mettre en place un schéma de brossage dentaire avec les différentes étapes à réaliser. La personne va apprendre et suite à cela, elle va être autonome dans son brossage dentaire. Donc c'est important de le préciser parce que ça rentrera dans les éléments techniques de compensation. Donc là, je vous présente le premier domaine. Donc on a repris tel quel, mais qu'on a enrichi. Donc c'est le domaine tâches et exigences générales, relations avec les autres. Donc on a développé la partie s'orienter dans le temps. Donc là, c'est tout le système de cotation qui est un peu complexe, mais je passe dessus. Si vous avez des questions, vous pourrez toujours me demander. Donc s'orienter dans le temps. Donc là, on va regarder où en est la personne d'une façon très concrète. C'est vraiment l'évaluation de ce que sait faire la personne ou de là où elle est en difficulté. Donc ses limitations d'activité. Et qu'est-ce qu'on va mettre en face après pour l'aider. Donc il y a une case d'observation, mais rien n'empêche les professionnels de joindre des bilans, des compléments d'information. Et là, si ça ne concerne pas la personne, évidemment, ce n'est pas la peine de le compléter. Donc des informations très concrètes, comme elle connaît les jours de la semaine, connaît les mois de l'année, etc. etc. S'orienter dans le temps, donc là on ne l'a pas tellement développé parce qu'on le retrouve indirectement dans d'autres domaines, comme savoir s'orienter dans son établissement scolaire ou savoir s'orienter sur son lieu de travail. Voilà. On a beaucoup développé la partie gérer sa sécurité, parce que c'est pris en compte, mais on n'y pense pas forcément. Donc ce guide d'évaluation, c'est aussi un guide pour les professionnels qui vont évaluer les jeunes, pour vraiment les évaluer à tous les niveaux. Donc par exemple, est-ce que la personne sait regarder à gauche, à droite avant de traverser une rue? Est-ce qu'elle sait prendre en compte les passages, les feux de signalisation? Donc des choses vraiment très concrètes du quotidien. On a aussi, par contre là on l'a totalement créé, une partie maîtriser les habiletés socio-pragmatiques, c'est-à-dire maîtriser les habiletés sociales en contexte, dans son environnement. Donc là aussi, ce sont des cotations du quotidien. Par exemple, ça va concerner la reconnaissance des émotions, ça va concerner aussi savoir la gestion des états mentaux chez soi-même, chez autrui. Savoir gérer ses relations avec autrui, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la personne sait saluer les personnes de façon appropriée? Est-ce qu'elle sait s'excuser de façon appropriée? Est-ce qu'elle sait employer le tutoiement, le vouvoiement de façon appropriée? C'est toutes des choses du quotidien qui vont permettre de voir où en est la personne et qu'est-ce qu'il faut travailler. Et là où il faut l'aider. Donc pour la MDPH, c'est des informations qui sont importantes de savoir parce que ça va permettre de construire son plan de compensation en fonction de ses besoins. Nous, on n'est pas dans l'évaluation, nous on est dans le recueil d'informations pour construire le plan de compensation. Donc ces informations, on en a besoin. Ensuite, on a le volet communication. Donc là, je vous présenterai aussi le volet environnement. Donc dans le volet communication, comme il en a été question tout à l'heure, on a la communication verbale et non verbale, avec le versant langage en expression, donc ce que la personne sait exprimer, peut exprimer, et le langage en réception, c'est ce qu'elle comprend. Donc dit comme ça, c'est très professionnel, mais là encore, on rentre dans des choses du quotidien. Par exemple, je ne casse pas tout, sait respecter, suit les règles de la conversation, respecte le tour de parole, pose des questions en lien avec le sujet de conversation, etc., etc. On est dans le concret, dans le quotidien de la personne. La communication non verbale.
Donc ça va du pointage du doigt à est-ce qu'elle reconnaît les émotions faciales chez autrui, est-ce qu'elle est capable d'attention conjointe, et plus concrètement, est-ce qu'elle est capable d'utiliser des gestes conventionnels et non conventionnels. Par exemple, faire coucou, viens là, des choses comme ça. Donc ensuite, on a fait une part sur l'utilisation des systèmes et méthodes de communication. Et là, on est dans le volet de l'environnement. Donc pour l'exemple, c'est communication verbale, non verbale. Donc là, le volet était déjà existant, nous on l'a aménagé. En précisant, donc il y a le volet environnement humain. Donc dans le volet environnement humain, on voit qu'on a l'environnement familial, hein, toujours, et l'environnement des professionnels qui travaillent avec le jeune, que ce soit en institution de type IME ou que ce soit en CESAD ou en libéral. Donc on a fait une grande place au libéral, sachant que dans tous les cas, on a précisé formation ou pas à l'autisme. Parce que les résultats peuvent ne pas être les mêmes. On a fait une place au libéral, pourquoi? Parce que, eh bien, tout simplement, de plus en plus, les prises en charge en libéral se développent, les dispositifs innovants se développent aussi, par manque de place dans les structures traditionnelles, et puis aussi parce que on a eu le cas, nous, de certaines familles qui refusent des orientations par défaut parce qu'elles ne correspondent pas aux besoins de leur enfant. Et se retournent donc vers le libéral. Donc ensuite, on a aussi précisé l'environnement technique, là encore en fonction du volet dans lequel on est. Donc comme là, on est dans la communication, on a précisé, mais c'est pas exhaustif, c'est pour que les professionnels soient guidés et sachent quoi préciser. Qu'est-ce qui pouvait aider au niveau communication, dont matériel éducatif, matériel pédagogique, alors ça peut être des ordinateurs, enfin, tout ce qui peut contribuer à la communication. Ensuite, tout ce qui concerne l'autonomie personnelle et la motricité globale et fine. Donc là, en fait, on a recoupé deux volets qui s'appelaient mobilité, manipulation, entretien personnel, qui ne nous semblaient pas tellement convenir, donc on les a refondus, oui, je crois que c'est ça. Donc la motricité corporelle globale. Là, c'est pareil, c'est pas forcément exhaustif. Donc le tout, c'est que les professionnels qui font l'évaluation sachent dans quel sens aller et rajoutent des informations, des comptes rendus, dans le sens et dans le même langage que le GEVA, pour communiquer une évaluation qui soit propre à la personne qui est évaluée. Donc on a fait une place aussi donc, à se déplacer. Donc là, ça comprend se déplacer, c'est la notion aussi d'espace et de motricité corporelle. Ça peut être par exemple, alors se déplacer à l'extérieur, ça va faire appel aussi par exemple aux difficultés sensorielles, notamment vestibulaires. Par exemple, se déplacer en terrain varié, se déplacer en terrain accidenté, se déplacer en terrain en pente. Et ça va être aussi la motricité fine. Alors la motricité fine, ça peut être de prendre en pince à fais sa toilette. Donc fais sa toilette, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se laver les dents, se laver le visage, se moucher, nettoyer ses lunettes si la personne en porte, se laver le corps, la douche, se laver la tête. Ça va être aussi s'habiller, se déshabiller, prendre ses repas. Et puis ça peut être aussi des activités d'écriture et de découpage. Voilà. Donc là encore, comme le dirait très bien Monsieur Lagrange, c'est pas forcément des cases à cocher. C'est vraiment un guide d'évaluation qu'on peut prendre tel quel, mais qu'on peut compléter, auquel on peut rajouter des comptes rendus, des bilans.
Après, on a le volet vie domestique et vie courante. Là, c'est pareil, on est au plus près du quotidien de la personne. Donc ça va être, par exemple, faire ses courses, faire son ménage, entretenir son linge, ses vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça va de savoir faire une liste de courses, c'est faire les courses, connaître les valeurs de l'argent, c'est payer. On a aussi développé dans cette partie-là, une partie qui nous semblait très importante, c'est prendre soin de sa santé. Parce que dans cette partie-là, on a introduit des notions, par exemple, de c'est exprimer une douleur, c'est localiser une douleur, c'est identifier une douleur. Pour éviter justement les troubles somatiques qui peuvent, comme le décrivait très bien tout à l'heure le professeur Manuel Bouvard, après engendrer des situations catastrophiques. Et j'en ai une en tête qui s'est produite sur Lyon, et retrouver une personne en psychiatrie avec des traitements abominables alors qu'elle n'a rien à y faire, tout simplement parce qu'elle souffre de calculs rénaux. Voilà. Donc ça conduit vraiment à des choses dramatiques. Donc ce guide aussi est fait pour éviter ça. Donc peut exprimer une demande de soins, peut subir un examen clinique. Donc tout ça va permettre à l'équipe pluridisciplinaire de construire le plan de compensation qui permet et qui répond aux besoins de la personne et mettre en place des prises en charge adaptées. Donc on a un autre domaine qui s'appelle application des connaissances, apprentissage. Donc là c'est une vision plus globale de qu'est-ce que c'est faire la personne, qu'on a complété. Donc il y avait acquérir un savoir-faire, appliquer un savoir-faire, on a rajouté généraliser un savoir-faire. Parce que ça c'est vraiment une des grosses difficultés de ces personnes, elles peuvent très bien savoir faire quelque chose dans un certain contexte, mais ne pas savoir généraliser ailleurs. Donc c'est important de le faire remonter pour qu'ensuite on puisse mettre les prises en charge en face qui correspondent. C'est aussi acquérir un savoir-être, appliquer un savoir-être, généraliser un savoir-être. La scolarisation, voilà. On ne l'a pas développé puisqu'il y a déjà le GEVASCO, et s'il y avait quelque chose à investir pour mieux l'adapter à l'autisme, ce serait le GEVASCO. Donc par contre, tâches et exigences relatives au travail, par contre il y a un volet que j'ai pas... Tâches, voilà. Tâches et exigences relatives au travail, donc là ça concerne toutes les personnes, quel que soit leur potentiel, qu'elles travaillent, je sais pas, dans un cabinet comptable ou qu'elles travaillent dans un ESAT, un établissement de travail adapté. Donc c'est respecter les règles de base. Donc les grands items y étaient, nous on les a développés. Donc on va faire appel à tout ce qui est du social, par exemple respecter ses collègues de travail, tolérer les maladresses et les erreurs de ses collègues. Hein. Ça peut paraître anodin comme ça, mais ça peut créer des situations un petit peu complexes quand même. Organiser son travail par rapport à son poste de travail, hein, que ce soit en atelier ou dans un bureau. Donc ça va être savoir donner des priorités, savoir gérer les changements de consignes, gérer les contretemps, les urgences, contrôler son travail. Donc là pareil, ça va être savoir repérer ses erreurs, savoir les corriger, être en contact avec le public. C'est important. Est-ce que la personne peut avoir un contact direct avec le public? Est-ce qu'elle peut avoir un contact, mais plutôt indirect? Et le travail en équipe. Est-ce qu'elle est capable d'assister à une réunion? Est-ce qu'elle est capable de communiquer avec les autres? Donc, il y a la partie... exercer des tâches physiques, ça on s'était déjà développé, on ne l'a pas développé plus. Par contre, tout ce qui est exercer des tâches en conditions particulières,
On a apporté quelques précisions. Il y avait déjà tout ce qui était peut travailler avec des vibrations, peut travailler en milieu bruyant. Nous, on a rajouté, est-ce que la personne, est-ce qu'elle peut travailler dans des milieux à forte odeur ou à des odeurs bien particulières, et est-ce qu'elle peut travailler dans des milieux avec, par exemple, lumière artificielle. Donc, pour finir, l'objectif, en fait, c'était de bien définir le plus finement possible le fonctionnement et là où les situations de handicap de la personne avec TED, pour élaborer un plan de compensation en phase avec ses besoins et respectueux de son projet de vie. Merci beaucoup.